Un soir de bonne heure, tandis que Martin se battait avec un sonnet dans lequel il s'efforçait en vain d'exprimer des idées imprécises qui flottaient dans son cerveau, on l'appela au téléphone. C'est une voix de femme chic, ricana M. Higginbotham. Martin se dirigea vers le téléphone dans le coin de la pièce, et une bouffée de chaleur l'envahit quand il entendit la voix de Ruth. Dans sa lutte avec le sonnet, il avait oublié son existence et le son de la voix aimée lui donna un coup au cœur. Quelle voix! Délicatement nuancée comme une musique lointaine, comme un carillon d'argent, d'une pureté cristalline. Aucune femme n'avait une pareille voix. Elle venait de l'au-delà. C'était à peine dans son ravissement s'il entendit ce qu'elle disait, mais il ne laissa rien paraître de son trouble, car il sentait les yeux de furet de M. Higginbotham braqués sur lui. Ruth lui dit simplement que Norman, qui devait l'emmener à une conférence ce soir-là, avait la migraine. Elle était désappointée car elle avait ses billets. S'il n'était pas pris déjà, voulait-il l'accompagner? S'il le voulait? Il tâcha de calmer l'enthousiasme que pouvait trahir sa voix. Quelle chose inouïe! Il ne l'avait encore vue que chez elle, et jamais il n'avait osé lui demander de l'accompagner nulle part. Tout à coup, tout en continuant à lui parler, il désira mourir pour elle, et des rêves d'héroïques sacrifices traversèrent son cerveau bouleversé. Il l'aimait tant, si désespérément, qu'elle daigne sortir avec lui Martin Eden, le faisait délirer d'un tel bonheur qu'il lui semblait ne pouvoir le mériter qu'en mourant pour elle. Pareil à tous les vrais amants, c'est par ce seul moyen qu'il aspirait à exprimer sa reconnaissance. Mourir pour elle, n'était-ce pas avoir bien vécu et bien aimé? C'était la sublime abnégation de l'amour tel qu'on peut la manifester, le véritable amant. Il n'avait que 21 ans, et il aimait pour la première fois. Sa main tremblait lorsqu'il raccrocha. Ça, c'est un rendez-vous en ville, hein? Persifla le beau-frère. On sait ce que ça veut dire, ça finira en correctionnel. Mais Martin ne l'écoutait pas, tout à son rêve étoilé. La vulgarité de l'allusion ne l'atteignit même pas. Il se sentait l'égal des dieux, et n'aurait ressenti qu'une profonde pitié pour ce Minus, s'il l'avait vu. Mais ses yeux l'effleurèrent sans même le remarquer, et il rêvait encore en quittant la pièce pour aller s'habiller. C'est alors qu'il était en train de nouer sa cravate que son ouïe se souvint d'un bruit désagréable qu'elle avait précédemment enregistré, et c'était le reniflement final dont Bernard Higginbotham avait ponctué sa phrase. Lorsque la porte d'entrée de Ruth fut refermée sur eux, et qu'ils descendirent l'escalier, il commença à être considérablement troublé. Tout n'était pas rose dans cette soirée impromptue. Il ne savait exactement quoi faire. Dans les rues, il avait remarqué que certains hommes donnaient le bras aux hommes qui les accompagnaient. Mais quelquefois, elles ne le donnaient pas. Il se demanda si on offrait son bras le soir seulement, ou bien si cette coutume était réservée aux époux et aux parents. Juste avant d'arriver au trottoir, il se rappela Minnie. Minnie l'attrapait toujours sur tout. La seconde fois qu'ils étaient sortis ensemble, elle l'avait rappelé à l'ordre parce qu'il marchait du côté intérieur, partant du principe qu'un gentleman doit toujours marcher du côté extérieur. Et Minnie ne manquait jamais de lui marcher sur les talons chaque fois qu'on traversait une rue, afin de lui rappeler de changer de côté. Il se demanda où elle pouvait bien avoir appris ses principes et s'ils étaient corrects. Somme toute, il ne risquait rien d'essayer, dit-il en arrivant au trottoir. Se précipitant derrière Ruth, il prit position à l'extérieur. Mais le second problème s'offrait encore. Fallait-il lui offrir le bras? Jamais cela ne lui était arrivé car les filles qu'il fréquentait n'en avaient pas l'habitude. Les premières fois, on marchait côte à côte. Puis, les bras enlaçaient les tailles et les têtes s'appuyaient à l'épaule de l'amoureux, dans les rues sombres. Ici, c'était différent. Elle n'était pas de ces femmes-là. Il fallait inventer autre chose. Il arrondit le bras, très légèrement, sans affectation, comme s'il avait l'habitude de se tenir ainsi en marchant. Et la chose extraordinaire se produisit. Elle posa sa main sur son bras. Ce contact le fit frissonner délicieusement, et il crut un instant avoir quitté la terre. Mais il y retomba aussitôt, affolé par de nouvelles complications. Il fallait traverser la rue. Il se trouverait par conséquent à l'intérieur. Devait-il dégager son bras et lui offrir l'autre? Et dans ce cas, recommencer la même manœuvre chaque fois? Question insoluble, dont il résolut de ne pas se tracasser. Cependant, quand il lui arrivait de se trouver à l'intérieur, pour cacher son embarras, il parlait vite et chaleureusement, feignant d'être tellement absorbé par son sujet que son enthousiasme lui ferait pardonner son incorrection s'il y en avait une. Lorsqu'il traversait Broadway, un autre problème se présenta. Dans la clarté crue de l'électricité, il aperçut tout à l'heure Lydie Connolly et sa copine, qui pouffaient toujours de rire. Un instant seulement, il hésita, puis salua. Non, il ne renierait pas ceux de son espèce. Elle fit un signe de tête et le regarda bien en face, non pas avec l'expression douce et gentille de Ruth, mais de toute la profondeur appuyée de ses beaux yeux durs. Puis son regard glissa vers Ruth, interrogeant son visage, sa robe, sa condition, et il remarqua que Ruth l'enveloppait aussi d'un coup d'œil rapide, timide et doux, critique cependant. Un coup d'œil qui ne faisait qu'effleurer l'ouvrière à l'élégance bon marché, au chapeau excentrique très en vogue à cette époque-là parmi les filles d'usine. Quelle jolie fille, dit Ruth un instant plus tard. Martin l'aurait béni pour cette parole. Pourtant il dit simplement J'en sais rien, c'est une affaire de goût évidemment, mais elle ne me paraît pas spécialement jolie. Comment? Peu de femmes ont des traits aussi réguliers. Elle est ravissante. Son visage a la finesse d'une camée.
Et elle a des yeux admirables. Vous trouvez ? Dit Martin d'un air indifférent. Pour lui, il n'existait qu'une beauté au monde, celle qui marchait à son drap. Il faudrait lui apprendre à parler. Je suis sûr que vous ne saisiriez pas le quart de ce qu'elle dit. Quelle bêtise. Vous êtes aussi obstiné qu'Arthur quand il veut avoir raison. Vous oubliez comment je parlais quand vous m'avez connu. J'ai appris depuis. Autrefois, je parlais comme cette fille. À présent, je peux me faire comprendre suffisamment dans votre langue pour vous dire que vous ne connaissez pas l'autre langage. Savez-vous d'ailleurs pourquoi cette fille se conduit comme ça ? Autrefois, je pensais pas du tout à tout ça, mais je commence à comprendre un tas de choses. Et pourquoi donc ? Parce que depuis des années, elle travaille aux machines. Quand on est très jeune, le corps est malléable et la besogne trop dure le déforme à son gré, selon la nature du travail. Je peux deviner du premier coup d'œil le métier de la plupart des ouvriers rencontrés dans la rue. Regardez-moi. Pourquoi mes épaules roulent-elles ? À cause de mes années en mer. Si j'avais été cow-boy pendant aussi longtemps, je ne roulerais pas des épaules, mais j'aurais les jambes cagneuses. Pour cette fille, c'est pareil. Vous avez remarqué son regard si dur ? Personne n'a pris soin d'elle. Elle s'est élevée comme elle a pu. Et une jeune fille qui n'a que pour se défendre, qu'elle-même ne peut avoir un regard doux, gentil, comme le vôtre, par exemple. Je crois que vous avez raison, murmura Ruth. C'est triste, elle est si jolie. Il vit que ses yeux resplendissaient de pitié. Puis il se rappela qu'il l'aimait, et s'émerveilla encore de la chance qui lui permettait de l'aimer et lui donner les bras pour l'accompagner à cette conférence. Ce soir-là, une fois rentré dans sa chambre, il se tint un discours, en se regardant dans la glace, longuement, avec curiosité. Qui es-tu ? D'où sors-tu ? De fait, tu appartiens aux filles comme Lizzie Connolly, à la Légion des travailleurs, à tout ce qui est bas, vulgaire et laid. Tu es de la même espèce que le bétail, et les esclaves qui vivent dans l'immondice et la puanteur, dans l'odeur des déchets de légumes, comme ceux-ci. Ces pommes de terre sont pourries, sans moi ça, mon Dieu. Et pourtant tu oses ouvrir un livre, écouter de la musique admirable. Tu apprends à apprécier la belle peinture, à parler un anglais correct, à penser comme personne de ton milieu ne pense, à t'éloigner du bétail et des Lizzie Connolly. Tu oses aimer une femme adorable, qui vit à 100 000 lieues de toi, parmi les étoiles. Qui es-tu et qu'es-tu ? Mon Dieu, crois-tu au moins réussir ? Il montra le poing à son reflet, s'assit au bord de son lit et se mit à rêver, les yeux grands ouverts. Puis il ouvrit calepin, algèbre et se perdit dans les équations. Les heures s'écoulèrent, les étoiles pâlirent, et l'aube grise, apparaissant à la fenêtre, le trouva encore à sa table. Ce furent une poignée de socialistes verbeux et de philosophes ouvriers, tenant leurs assises au parc de City Hall, les chauds après-midi, qui furent responsables de la grande découverte. Une ou deux fois par mois, en traversant le parc pour aller à la bibliothèque, Martin descendait de bicyclette, écoutait les controverses, et ne s'en arrachait qu'au regret, à chaque fois. Le ton de la discussion y était bien moins élevé qu'à la table de M. Morse, et l'assemblée n'était ni grave ni digne. Ils se mettaient volontiers en colère, s'insultaient, jurons et allusions obscènes émaillaient leurs altercations, une ou deux fois même ils en vinrent au coup. Et pourtant ils ne savaient pourquoi quelque chose de vivant émanait de ces pensées apparemment confuses. Leur rhétorique stimulait bien davantage son intellect que le dogmatisme pondéré de M. Morse. Ces hommes qui assassinaient l'anglais, qui gesticulaient comme des fous et combattaient leurs idées réciproques avec une violence toute primitive, lui semblaient autrement vivants que M. Morse et son fidèle associé M. Butler. Plusieurs fois Martin avait entendu citer Herbert Spencer dans ce parc. Et un après-midi apparut un disciple de Spencer, un cheminot minable dont le veston sale, boutonné sous le menton, dissimulait l'absence de chemise. La bataille fut engagée au milieu d'une formidable tabagie et de jets de salive brune, et le vagabond s'en tira avec honneur, même vis-à-vis d'un ouvrier socialiste qui lança en ricanant « Il n'a de Dieu que l'inconnu, et Herbert Spencer est son prophète !» Martin se demanda quel était le sujet de la discussion, mais il continua son chemin vers la bibliothèque, animé d'un nouvel intérêt pour Herbert Spencer, et comme le cheminot avait fréquemment cité les premiers principes, il prit ce volume. C'est ainsi que se fit la grande découverte. Une fois déjà, il avait essayé du Spencer, mais ayant choisi les principes de psychologie pour débuter, il avait pataugé aussi piteusement qu'avec Madame Blavatsky. Sans avoir rien pu y apprendre, il l'avait rapporté. Mais cette nuit-là, après la physique, l'algèbre et les essais de poèmes, il se coucha et ouvrit les premiers principes. Au jour levant, il lisait encore, et il n'écriva pas de tout le jour. Allongé sur son lit, il lut. Puis, fatigué du lit, il s'allongea par terre et lut, changeant de temps à autre de position. La nuit suivante, il dormit, et écrivit toute la matinée. Puis le livre l'attira de nouveau, et il lut tout l'après-midi. Il en oublia même que ce jour était celui que Ruth lui accordait. Il ne reprit conscience du monde extérieur que lorsque Bernard Higginbotham, ouvrant violemment la porte, lui demanda s'il croyait vraiment avoir affaire à un restaurant. Toute sa vie, Martin Eden avait été dévoré de curiosité. Il voulait savoir, tout savoir, et ce fut ce désir qui l'envoya courir des aventures à travers le monde. Mais Spencer lui apprenait aujourd'hui qu'il ne savait rien, et qu'il n'aurait jamais rien su s'il avait continué à naviguer, à errer éternellement. Il n'avait fait qu'effleurer la surface des choses, n'avait observé que des phénomènes isolés, accumulé des faits fragmentaires,
n'avait que généralisé d'une façon superficielle, tout ça sans méthode, au hasard de la chance et de son caprice. Il avait étudié avec compréhension la technique du vol des oiseaux, mais il n'avait jamais cherché à s'expliquer de quelle manière les oiseaux s'étaient développés en tant que mécanisme volant. Il ne se doutait même pas qu'un processus de ce genre existât. Les oiseaux avaient été créés ainsi, et cela lui suffisait. Il en était de même pour tout. Ses maladroits essais de philosophie avaient avorté, faute de préparation. La métaphysique moyenâgeuse de Kant ne lui avait servi à rien qu'à douter de ses propres moyens intellectuels. De même, sa tentative d'étudier l'origine des espèces s'était bornée à parcourir une étude aride, toute technique, de Romanès. Il n'y avait rien appris, si ce n'est que cette théorie sèche et poussiéreuse appartenait exclusivement à un petit nombre d'esprits mesquins, dont le vocabulaire copieux était inintelligible. Et voilà qu'il apprenait à présent que l'évolution de la matière, au lieu d'être une théorie abstraite, était un mode de développement, admis par tous les savants avec de simples divergences de méthode. Spencer lui simplifiait tout ça, et présentait à son regard étonné un univers si parfaitement concrétisé qu'il lui semblait voir un de ces minuscules modèles de navires que les marins mettent dans les bouteilles transparentes. Rien n'était dû au hasard. Tout obéissait à des lois. L'oiseau obéissait à une loi en volant. Et la même loi avait pétri le limon de la terre, l'avait fait fermenter, lui avait fait pousser des ailes afin qu'il devienne oiseau. Martin, de sommet en sommet, montait toujours. Les mystères de la création s'ouvraient devant lui. Il était ivre de curiosité et de compréhension. La nuit, pendant son sommeil, il évoluait parmi les dieux en de colossaux cauchemars. Éveillé, il vivait comme un somnambule, le regard perdu, plongé dans l'univers qu'il découvrait. À table, il n'entendait pas les conversations mesquines et vulgaires. Dans son assiette, il voyait luire le soleil, et en suivait les transformations jusqu'à leur source, à des centaines de millions de lieues. Ou bien, il étudiait les réflexes des muscles de ses bras, qui lui permettaient de couper la viande, les suivait jusqu'au cerveau, d'où jaillissait la volonté qui commandait ses réflexes. Il vivait dans l'hypnose, sans entendre le « bon à enfermer chez les dingues » murmuré par Jim, sans voir les regards inquiets de sa sœur, ni le geste moqueur de Bernard Higginbotham, imitant l'araignée qui habitait évidemment le cerveau de son beau-frère. Ce qui en sorte impressionnait Martin le plus profondément, c'était la corrélation de toutes les sciences entre elles. De tout temps, il avait emmagasiné beaucoup de choses dans des cases séparées de son cerveau. Ainsi, il en savait énormément sur la navigation, sur les femmes également. Mais entre ces deux sujets, il n'établissait aucun rapport. Qu'au point de vue scientifique, il pût y avoir une corrélation quelconque entre une femme sujette aux vapeurs et un schooner bravant la tempête, lui aurait semblé ridicule. Impossible. Herbert Spencer lui démontra qu'il est au contraire impossible qu'il n'y ait pas de corrélation. Tout est relié à tout, depuis les myriades d'atomes qui composent un grain de sable sur la plage. Cette nouvelle conception plongeait Martin dans une stupéfaction perpétuelle. Il dressa une liste des choses les plus incongrues. Amour, poésie, tremblement de terre, feu, serpent à sonnette, arc-en-ciel, pierres précieuses, montres, coucher de soleil, lion rugissant, électricité, cannibalisme, beauté, meurtre, poulie et tabac. Il jubilait quand il parvenait à les apparenter entre elles. Il unifiait ainsi l'univers et le contemplait, ou bien il se promenait à travers sa jungle, en voyageur pacifique, il observait, notait, se familiarisait avec tout ce qu'il voulait connaître encore. Et plus il apprenait, plus il admirait la création, la vie, et sa propre existence au milieu de toutes ces merveilles. « Imbécile !» cria-t-il à son image dans le miroir. « Tu voulais écrire, tu essayais d'écrire. Qu'est-ce que tu avais dans le ventre ? Quelques notions enfantines, quelques sentiments encore imprécis, beaucoup de beauté mal digérée. Une énorme ignorance, un cœur plein d'amour à en éclater, une ambition aussi grande que ton amour, que ton ignorance. Et tu voulais écrire. Mais tu commences aujourd'hui seulement à acquérir en toi ce qu'il faut pour ça. Tu voulais créer de la beauté, et tu ne savais rien de ce qui fait la beauté. Tu voulais parler de la vie, et tu ignorais tout ce qui fait l'essence même de la vie. Tu voulais parler de l'univers et des problèmes de l'existence, quand l'univers n'était pour toi qu'un rébus chinois. Mais courage, Martin, mon vieux. Il y a de l'espoir cette fois, bien que tu sois encore très ignorant. Un beau jour, avec de la chance, tu sauras à peu près tout ce qu'on peut savoir. Ce jour-là, tu écriras. Il fit part de sa grande découverte à Ruth pour qu'elle partage sa joie. Mais elle ne manifesta aucun enthousiasme particulier, ces choses-là lui étant évidemment familières à cause de ses études personnelles. Arthur et Norman croyaient à l'évolution et avaient lu Spencer, sans en avoir reçu d'impression bien profonde à ce qu'il semblait. Et Will Olney, le jeune homme à lunettes, ricana désagréablement au nom de Spencer et répéta l'épigramme « Il n'y a de Dieu que l'inexplicable, Herbert Spencer est son prophète ». Mais Martin lui pardonna son ricanement car il avait découvert que Neil n'était pas amoureux de Ruth. Plus tard, différents petits faits lui apprirent même, à sa grande stupéfaction, que non seulement il n'en était pas amoureux, mais encore qu'elle lui déplaisait carrément.
Martin fut impuissant à établir une corrélation entre ce phénomène et les autres phénomènes de la nature, et se borna à plaindre le jeune homme de ne pouvoir apprécier à sa valeur la finesse de Ruth et sa beauté. Ils firent le dimanche plusieurs promenades à bicyclette dans la campagne, et Martin put observer à loisir la paix armée qui existait entre Ruth et Olney. Celui-ci s'accordait fort bien avec Norman, et laissait Arthur et Martin s'occuper de Ruth, et ce dont Martin lui fut reconnaissant. Ce furent là de beaux dimanches pour Martin, d'abord à cause de Ruth, puis à cause des rapports d'égal à égal qu'il créait entre lui et les jeunes gens de son milieu. Il se sentait intellectuellement leur pareil, en dépit de leurs nombreuses années d'éducation et de discipline cérébrale, et ces heures de conversation avec eux étaient autant d'heures utiles, pendant lesquelles il s'entraînait à suivre les règles de cette grammaire tant étudiée. Les traités de savoir-vivre, il les avait abandonnés. Il se contentait d'observer par lui-même ce qu'il convenait de faire. Sauf quand il se laissait entraîner par ses ardeurs enthousiastes, sa surveillance de lui-même ne se relâchait pas. Aucune de leurs manières ne lui échappait, et il prenait d'eux sans cesse de nouveaux exemples de politesse et de raffinement mondain. Durant quelque temps, il resta surpris de voir qu'en somme, Herbert Spencer était peu lu. Herbert Spencer lui dit l'homme au public à la bibliothèque. Ah oui, un grand cerveau. Mais il lui parut ne rien savoir du contenu de ce grand cerveau. Un soir, à un dîner où était également invité M. Butler, Martin engagea la conversation sur Spencer. M. Morse condamna vertement l'agnosticisme du philosophe anglais, tout en avouant qu'il n'avait pas lu les premiers principes. M. Butler déclara que Spencer l'exaspérait, qu'il n'en avait jamais lu une ligne, et n'en avait pas été plus malheureux pour ça. Des doutes s'élevèrent dans l'esprit de Martin. Il aurait abandonné Spencer pour se rallier à l'opinion générale si sa personnalité avait été moins trempée. Mais malgré tout, les explications de Spencer lui paraissaient convaincantes, et il se dit que lâcher Spencer équivaudrait pour un navigateur à jeter par-dessus bord compas et chronomètre. Martin continua donc d'approfondir ses études sur l'évolution, de plus en plus convaincu par les témoignages corroborants d'un millier d'écrivains indépendants. Plus il travaillait, plus le champ de la science s'ouvrait devant lui. Il finit par avoir le regret maladif de ce que les jours n'avaient que 24 heures. À cause de la brièveté des jours, il abandonna l'algèbre et la géométrie. De la trigonométrie, il n'en avait pas encore été question. Puis il retrancha également la chimie et ne garda que la physique. « Je ne suis pas un spécialiste, dit-il pour s'excuser à Ruth, et je ne veux pas essayer de le devenir. Il y a trop de spécialistes pour qu'un seul homme puisse en une seule existence en posséder à fond une seule miette. Des généralités en fait de science doivent me suffire. Quand j'aurai besoin des spécialistes, j'en appellerai à leurs livres. »« Mais ce n'est pas comme si vous possédiez vous-même le sujet, dit-elle en protestant. C'est inutile. Nous profitons du travail des spécialistes, ils sont faits pour ça. En arrivant, j'ai vu des ramoneurs à l'ouvrage. Ce sont des spécialistes, n'est-ce pas? Eh bien, quand ils auront fini, vous serez contente de la propreté de vos cheminées, sans vous préoccuper le moins du monde de la manière dont elle a été construite. C'est un peu tiré par les cheveux. » Elle le regarda avec curiosité, et il sentit un vague reproche dans son regard et dans son attitude. Mais il était certain d'avoir raison. Toutes les grandes intelligences, les plus grands penseurs par exemple, se fient aux spécialistes. Herbert Spencer le faisait. Il généralisait sur les découvertes de milliers de chercheurs. Pour faire tout lui-même, il aurait dû vivre plusieurs vies. Darwin, de même, se servait de tout ce que lui avaient appris les botanistes et les éleveurs. Vous avez raison, Martin, dit Olney. Vous savez ce que vous voulez faire, et Ruth n'en sait rien. Elle ignore elle-même ce qu'elle veut. Oh, certainement, continua Olney sans attendre son objection. Je sais que vous appelez ça la culture générale. Mais si vous voulez avoir une culture générale, peu importe ce que vous étudiez. Vous pouvez apprendre le français ou l'allemand ou même l'espéranto. Vous n'en serez pas moins cultivé. Vous pouvez également étudier le latin ou le grec. Ça vous servira à rien, mais ça sera quand même de la culture. Tenez. Ruth, il y a 2 ans, a étudié l'anglais ancien. Savez-vous ce qu'elle en a retenu? One and sweet April with his shower suit. C'est bien ça. Il continua en riant, sans tenir compte de son interruption. Mais votre culture générale, vous l'avez, je le sais. Nous étions dans la même classe. Vous parlez de culture comme un moyen d'arriver à quelque chose, s'écria Ruth. Ses yeux étincelaient et ses joues délicates rougirent de colère. La culture doit être le but. Mais c'est pas ça dont Martin a besoin. Qu'en savez-vous? De quoi avez-vous besoin, Martin? Demanda Olney en se tournant brusquement vers lui. Martin, très gêné, lança un regard d'appel à Ruth. Oui, de quoi avez-vous besoin? Questionna Ruth. Ça tranchera la question. Mais bien entendu, j'ai besoin de culture, balbutia Martin. J'aime la beauté et la culture me la fera mieux apprécier. Triomphante, elle fit un signe d'assentiment. Ah, ça n'a pas le sens commun, et vous le savez, fit Olney. Martin a besoin d'une carrière et non de culture. Mais il se trouve que dans son cas, la culture est indispensable à la carrière. S'il voulait être chimiste, elle serait inutile. Martin veut écrire, mais il a peur de vous le dire parce que ça vous mettrait dans votre tort. Il continua. Et pourquoi Martin veut-il écrire? Parce qu'il ne roule pas sur l'or.
Pourquoi vous bourrez-vous la tête d'anglais ancien et de culture générale? Parce que vous n'avez pas besoin de gagner votre vie. Votre père est là pour ça, il vous achète des robes et le reste. À quoi diable sert notre éducation? La vôtre, la mienne, celle d'Arthur et de Norman. Nous sommes abreuvés de culture générale, et si nos bons parents se trouvaient tout d'un coup sur la paille, nous serions bien obligés de gagner notre croûte. Ce que vous pourriez souhaiter de mieux, Ruth, ce serait une place d'institutrice ou de professeur de piano dans une pension de jeunes filles. Et vous, que feriez-vous? Demanda-t-elle. Oh, pas grand-chose de fameux. Je gagnerais 1,50$ par jour, l'un dans l'autre, et je pourrais peut-être entrer comme professeur à Hanley, cette boîte à Bachot. Oh, je dis peut-être, hein, vous entendez, car je pourrais bien être fourré à la porte au bout du 8 jours pour incapacité notoire. Martin suivait de près la discussion, et tout en étant persuadé qu'Onnie avait raison, il désapprouvait sa façon cavalière de traiter Ruth. Une nouvelle conception de l'amour se formait dans son cerveau en l'écoutant. La raison n'a rien à voir avec l'amour. Peu importe que la femme aimée raisonne plus ou moins justement, l'amour était au-dessus de la raison. S'il arrivait à Ruth par hasard de ne pas reconnaître clairement son besoin absolu d'une carrière, elle n'en était pas moins adorable. Elle était adorable, et ses idées n'avaient rien à faire avec son charme. Quoi? Que dites-vous? Fit Martin, car Onny, en lui parlant, avait interrompu le cours de ses réflexions. Je disais, j'espère bien que vous ne serez pas assez bête pour taquiner le latin. Mais le latin c'est plus que de la culture, dit Ruth, c'est une base. Alors, vous allez vous y mettre? Insista Onny. Martin fut très ennuyé, car il voyait que Ruth attendait anxieusement sa réponse. J'ai peur de ne pas avoir le temps, dit-il enfin. Mais enfin, ça me plairait. Vous voyez, Martin ne recherche pas la culture, Onny exultait. Il essaie d'arriver quelque part, de faire quelque chose. Mais c'est un entraînement mental, c'est ça qui discipline les cerveaux. Ruth regarda Martin comme si elle en attendait un changement d'idée. Les joueurs de football ont besoin de s'entraîner avant les grands matchs. Ça à quoi sert le latin pour l'intellectuel? Il entraîne. Idiotie et puérilité. C'est ce qu'on nous dit quand nous sommes petits. Mais il y a une chose qu'on se garde bien de nous dire, et qu'on nous laisse le soin de trouver par nous-mêmes plus tard. Onny s'arrêta pour mieux réussir son effet, puis ajouta « Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tout le monde doit avoir étudié le latin, mais que personne n'a besoin de le savoir. » « Que vous êtes de mauvaise foi, s'écria Ruth. Je savais bien que vous alliez vous en tirer de cette façon. C'est évidemment assez habile, mais pourtant assez juste. Les seules personnes qui savent le latin sont les pharmaciens, les notaires et les professeurs de latin. Maintenant, si Martin veut être l'un de ceux-là, je veux être pendu. Quel rapport avec Herbert Spencer d'ailleurs? Martin vient de découvrir Spencer et il en raffole. Pourquoi? Parce que Spencer le mène quelque part. Or Spencer ne peut me mener nulle part, ni vous non plus. Nous n'en avons pas besoin. Vous, Ruth, on vous mariera, et moi, je n'aurai rien à faire qu'à surveiller les notaires et les hommes d'affaires qui prendront soin de l'argent que mon père me laissera un jour. Onny se leva pour prendre congé, mais se retourna près de la porte pour lancer la flèche du part. Laissez donc Martin tranquille, Ruth. Il sait ce qui lui convient le mieux. Regardez ce qu'il a déjà fait. Quelquefois il me fait honte. Il en sait plus à présent sur la vie, l'univers, les hommes et le reste qu'Arthur, que Norman, moi ou vous. Oui, que vous, en dépit de tout votre français, votre latin, votre anglais et votre culture. Mais Ruth est mon professeur, répondit courtoisement Martin. C'est à elle que je dois le peu que je sais. Quelle blague! Onny lança un coup d'œil malicieux à Ruth. Je suppose que vous me direz la prochaine fois que c'est sur sa recommandation que vous avez lu Spencer. Seulement ce sera faux! Elle n'en sait pas plus sur Darwin et l'évolution de la matière que moi sur les mines du roi Salomon. Qu'est-ce que c'était déjà cette définition mirobolante de Spencer à propos de je ne sais quoi que vous avez lancée l'autre jour? Cette chose incohérente sur l'homogénéité. Attaquez-la donc là-dessus. Vous verrez si elle en comprend un traître mot. Car ça, ce n'est pas de la culture, vous comprenez? Allez, au revoir. Et si vous taquinez le latin, Martin, je n'aurai plus aucune considération pour vous. Et tout le temps, malgré l'intérêt qu'il prenait à cette discussion, Martin s'ennuyait vaguement. On parlait d'études et de leçons, de sciences rudimentaires, sur un ton d'écolier qui détonnait avec les grandes idées qui bouillonnaient en lui, avec l'étreinte dont il rêvait d'enserrer la vie comme d'une serre d'aigle, avec les frissons de puissance qui le secouaient presque douloureusement, avec la naissance de la conscience de sa valeur. Il se faisait l'effet d'un poète qu'un naufrage a jeté sur une rive étrangère et qui essaye en vain de chanter selon le mode barbare des habitants de ce pays nouveau. Puissamment conscient des beautés universelles, il était forcé de ramper, de croupir au milieu des enfantillages, de discuter s'il apprendrait ou non le latin. Bon Dieu, mais qu'est-ce que le latin a à faire là-dedans? Se demanda-t-il ce soir-là devant son miroir. Je voudrais bien que les morts restent là où ils sont. Pourquoi des morts me feraient-ils la loi? La beauté est vivante et elle est éternelle. Et des langues passent, c'est la poussière des morts. Puis il trouva qu'il avait fort bien énoncé son idée, et se coucha en se demandant pourquoi il ne pouvait l'exprimer de la même façon avec Ruth.
En sa présence, il n'était qu'un petit garçon, un tout petit garçon. « Donnez-moi du temps », dit-il tout haut. « Je ne demande que du temps, du temps, du temps. » Telle était sa plainte continuelle.